Nous sommes à Marseille, un soir d'octobre, à l'hôpital Paoli Calmette. Élodie, 27 ans, a pris une décision radicale. Concrètement, ça tombe. Il faut y aller. Alors, j'utilise une tondeuse. Ça fait un peu de bruit, mais ça fait pas mal. Elle a appris il y a 3 semaines qu'elle était atteinte d'une leucémie foudroyante. Les chimios ont commencé, ses cheveux tombent par poignées, alors elle anticipe. Comment? Petite tête ronde. Personne ne l'a obligée à aller si vite. Mais pour elle, c'est une façon de se confronter à sa nouvelle condition de femme malade. Alors, Élodie, est-ce que vous voulez vous regarder? Oula. C'est le moment ou pas le moment? Voilà, alors touchez la tête. Voilà. Ouais. Bon, à suivre. Alors, l'essayage des chevelures. On en essaye plusieurs. On refait le point. Avec cette tête, je suis malade. J'ai l'impression de... Ouais, d'être sortie de mettre de côté mon corps, quoi. On va, Élodie. On passe sur du mi-long, du long, du court. Qu'est-ce qu'on fait? Par où on commence? Par le court? Ouais. Allez. Paradoxe, Élodie est atteinte d'une maladie qui peut être mortelle. Pourtant, elle ne souffre pas. C'est une banale prise de sang qui a fait basculer sa vie. Chaque jour, 1000 Français apprennent qu'ils sont atteints d'un cancer. Un samedi après-midi sur la Grand Place de Lille, Converse rose aux pieds, voici Charles à 16 ans et ses copains. Les 4 adolescents sont dans la même classe de seconde, ont le même look, la même démarche, ils font tout ensemble. Ce midi, ils ont choisi d'aller manger dans leur fast-food préféré. C'est bondé. Tous ont pris le même menu, frites et hamburgers. Et pourtant, Charles a une maladie qui ne lui permet pas ce type de fantaisie. Il est diabétique. Attends, je me pique, je compte. Avant chaque repas, il doit se faire une piqûre d'insuline qu'il déteste effectuer en public. Charles a beaucoup de mal à accepter sa différence. Bon là personne l'a vu mais c'est toujours un stress. Le regard des autres, je sais pas, c'est... Non, là j'aime pas qu'on me voit en train de me piquer. Les premiers symptômes se sont manifestés il y a 2 ans. Une soif intense et une perte de poids. C'est le diabète, une maladie pour la vie. Tout son quotidien a été bouleversé. Charles vit ici avec son père divorcé. Dès le matin, le diabète le cueille au saut du lit. Salut. Salut toi. Ça va bien? Ouais. En forme ce matin? Ouais, bien. Petit déjeuner? Pour les diabétiques, le protocole est strict. D'abord la glycémie,
Il faut mesurer le taux de sucre dans le sang. Une piqûre d'épingle met déjà une grosse contrainte pour Charles. Alors là, je fais ma glycémie du matin. Que d'habitude, je fais pas trop, parce que c'est assez saoulant. Pourquoi vous la faites aujourd'hui alors? Parce que... Je sais pas, parce que mon père il me le demande, alors... Je vais pas être méchant. Pourquoi ça saoule? Parce que ça prend un peu de temps. Voilà, ça fait un peu mal parfois, et puis on n'est pas toujours content du résultat, alors ça donne pas forcément envie de la faire. Verdict, 1,75. Il devrait être à 1. Charles est en hyperglycémie. Il a trop de sucre dans le sang. Ouais. Bon, ça va aller. Ça va aller, mais il va devoir se faire une piqûre d'insuline pour faire baisser le taux à 1. Donc là, je suis tranquille jusqu'à ce midi. Ça, c'est tous les jours? Ouais, c'est 4 fois par jour. Rien que par ce geste, il se sauve la vie tous les jours, quoi. Et c'est pas... c'est difficile à vivre quand même, quoi. Charles est en permanence sur le fil du rasoir. Son taux de sucre fait le yo-yo. Une fois, il en a trop, c'est l'hyperglycémie. Une fois, il n'en a pas assez, c'est l'hypoglycémie. Dans les deux cas, il risque le coma. Une épée de Damoclès à laquelle se rajoute un risque à terme de cécité, de problèmes rénaux et cardiaques. Comme Charles en France, 18 000 jeunes sont diabétiques. Pour eux, fini l'insouciance. Tous les jours de leur vie seront rythmés par des prises de sang et des piqûres. Paris, place de Clichy, à 9 h du matin. Adrien est un jeune chef d'entreprise. Il a monté sa boîte de décoration il y a 1 an. Son prochain chantier, c'est celui d'une de ses amies qui veut rénover son appartement. Salut. Salut. Ça va? Ouais, toi? Bah ouais. Alors, c'est bien passé ce matin? Bon, comment tu trouves là déjà? C'est cool. Ça a bien avancé. Le parquet, l'électricité et la peinture, il y en a pour quelques jours de travaux. Il faut aller vite, Julie emménage bientôt. Mais le jeune entrepreneur y va doucement, se ménage. Trop bizarre. Déjà, on va boire le thé tranquille. Adrien a la maladie de Crohn, une infection chronique des intestins qui lui provoque des douleurs insoutenables au ventre et dans les articulations. Il est régulièrement obligé de s'allonger. Il ne peut pas travailler debout plusieurs heures d'affilée. Difficile quand on est un jeune chef d'entreprise ambitieux qui vient de monter sa boîte. J'évite de prendre de grosses responsabilités pour l'instant, quoi. Parce que justement, je peux pas. Parfois, je peux pas assumer derrière, donc ça sert à rien de. Enfin voilà, on peut pas dire au client oui, je vais faire, alors que la santé le permet pas. Il n'y a pas que les douleurs. Adrien vit dans une angoisse permanente. Plusieurs fois par jour, il a des crises intestinales. Des diarrhées fulgurantes qui l'obligent à aller aux toilettes. Alors, sur ses trajets quotidiens, il a repéré les bars et les magasins où il pourra s'arrêter en cas d'alerte. Bonjour, je vais vous prendre 2 pains au chocolat, s'il vous plaît. Merci. C'est aliénant, parfois humiliant. Ce soir, Adrien a rendez-vous à l'hôpital Saint-Antoine à Paris avec sa gastro-entérologue. Avant de la rencontrer, il a souffert pendant plusieurs années en silence, sans pouvoir mettre de nom sur sa maladie. J'avais très mal au ventre, j'étais vraiment très fatigué. Je pouvais pas me préparer à manger, je pouvais rien faire. Donc c'était très dur, je ne pouvais plus, quoi. Parce que je croyais que j'allais mourir tous les jours, quoi. Donc au bout d'un moment, on se dit
On se dit qu'il y a forcément quelque chose. Invisible, méconnue, la maladie de Crohn touche 100 000 personnes en France. Comme un tabou, les malades en parlent peu et même avec leurs médecins, c'est parfois délicat. Vous avez combien de selles par jour en moyenne? Là, on va dire 5-6. 5-6 Mais c'est surtout les douleurs qui reprennent en fait. D'accord, les 5-6 selles, elles sont comment dans la journée? Racontez-moi une journée type. Une journée type, pour l'instant c'est moi. Est-ce que vous avez mal au ventre? Ouais. Où ça, au ventre? Là, sur les côtés. Sur les côtés, d'accord. Je vous fais confiance. La maladie de Crohn s'attaque aux intestins, mais aussi à l'anus, à la bouche, aux yeux, à toutes les articulations. Des manifestations dans tout le corps, imprévisibles. Pendant 3 mois, tous les 3 mois. Tout le temps, même quand ça va bien. Les douleurs, ça prend n'importe quand, on va aux toilettes n'importe quand. Enfin, on ne sait pas, hein. De toute façon, c'est la roulette russe. Donc, c'est un coup, ça va très très bien, un coup, ça va pas du tout. Donc, un coup, on pète la forme, on est waouh, 5 minutes après, on est par terre. Ça va? Adrien ne guérira jamais. Avec son médecin, il essaie tout au plus de trouver le bon traitement, celui qui espacera ses crises. Donc là, Toute sa vie, il devra prendre des médicaments. D'accord. Voilà. Pour certaines personnes, ça peut être très handicapant au quotidien. Pour certaines personnes. Ça fait quoi au quotidien? Au quotidien, je vais vous citer un exemple. Pour les Parisiens qui prennent le métro ou les transports en commun tous les jours, si vous avez 10 selles par jour et que vous avez envie d'aller aux toilettes dans le métro, si vous n'avez pas la carte toilette, et encore, si vous l'avez, il faut trouver un toilette. Donc vous connaissez à peu près tous les bars sur toute votre ligne pour y aller. Non mais voilà, vous connaissez tous les supermarchés où il y a des toilettes. Enfin, voilà, et vous adaptez votre vie à vos selles. Adapter sa vie à ses selles, cela signifie manger et boire différemment. Être constamment sur ses gardes, vivre au ralenti, et tout ça dans le silence. La piscine olympique de Schiltigheim, près de Strasbourg, c'est un peu le QG d'Aurélie. Elle s'y rend au moins 3 fois par semaine. Elle a un corps d'athlète, même s'il a beaucoup souffert ces derniers temps. Ça te fait du bien la piscine? Bah oui. C'est le seul sport un petit peu que j'ai pu pratiquer pendant tout le traitement. À 29 ans, Aurélie vient d'avoir un cancer du sein. Elle a terminé la chimiothérapie et les rayons il y a 1 mois. Sa vie n'est plus en danger, mais les séquelles de la maladie sont importantes. En 9 mois, Aurélie a perdu presque tous ses muscles. Ça me fait mal, ouais, tout le temps. Ça te fait mal où? Tout ce qui est mouvement d'extension, d'ici à en dessous, là, sur les côtes, là, ça me fait mal. Et évidemment, dans l'eau, ça fait moins mal. Et la poussée que tu peux avoir fait quand même moins mal dans l'eau que si je faisais de la muscu à sec, quoi. Malgré la douleur, Aurélie continue de nager. Grâce à sa persévérance, elle a déjà fait d'immenses progrès. Au début, je nageais la brasse. Je vous mettais les bras comme ça, il n'allait pas plus loin. Donc je nageais comme ça, quoi. Maintenant, j'arrive à le tirer à 100%, donc c'est déjà bien. Si Aurélie fait autant d'efforts, c'est qu'elle a un objectif bien précis. Retrouver le plus vite possible sa vie d'avant. Une vie de jeune femme très active et très sportive. Chez elle, Aurélie profite de l'été indien. Elle, qui travaillait dans une société d'assurance, est en arrêt maladie depuis 9 mois. Son cauchemar a commencé un soir en prenant sa douche. Elle a senti une boule dans son sein gauche. À la mammographie, puis à la biopsie, le résultat est tombé comme un couperet. La tumeur est cancéreuse. Donc, en gros, ça ressemble à ça. Les coupes s'en fiche. Là, on voit bien la boule. On peut pas la louper.
Bien ronde, bien dure. Donc ça, c'est ma tumeur. Il y a des soirs où tu as envie de prendre un cutter, t'ouvrir le truc et tout sortir, et bon, tu le fais pas. Mais des fois, tu as des idées, surtout quand tu sais qu'elle est en toi, quoi. Tu sais qu'elle est en toi, elle est palpable, et tu dis, mais cette boule de M, voilà, elle fait quoi? Maintenant, elle fait 2-3 cm, et elle peut me pourrir la vie, et elle peut me pourrir tout court, quoi. Et ça, des fois, ça te rend dingue. Pendant 9 mois, le temps de se soigner, la vie d'Aurélie est entre parenthèses. Fini les 6 heures de sport par semaine, le boulot. Elle perd ses cheveux, mais jamais le sourire. Même si la jeune femme coquette qu'elle était avant a bien changé. Celle-là, faut pas les regarder quand t'es au plus mal. Hein. Ça te met un coup au moral. Surtout, la jeune femme célibataire fait un choix radical. Pour éviter que le cancer ne récidive, elle se fait enlever les 2 seins alors que seul le gauche était touché. Ça ressemble pas à grand-chose, quoi. Tu serais prête genre, à nous les montrer ou... Mes seins? Non. Pourquoi? Non, parce que voilà, moi j'arrive à peu près à les regarder, mais c'est impossible à montrer. Ça, c'est vraiment trop personnel et vraiment trop laid d'ailleurs, donc ça, je pourrais pas les montrer. Ce sera toujours un souci, et quand bien même on me dit que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas que ça qui compte, ça compte quand même un petit peu. Alors peut-être que quand ils seront reconstruits, ça ira un peu mieux dans ma tête, peut-être, mais en ce moment, ça me semble difficilement envisageable d'avoir un petit ami, du moins d'avoir des relations assez intimes, parce que qu'est-ce que tu veux, voilà, faut expliquer la chose, faut dire voilà, je ne peux pas totalement me dénuder, c'est un petit peu compliqué. Je vois pas comment je pourrais faire. En attendant, pour cette sportive, il y a la solution de la prothèse amovible. C'est magnifique. C'est assez lourd, c'est assez costaud, et c'est assez malléable, on peut aller dans l'eau avec. Donc voilà, je mets, c'est très simple, et voilà, c'est fait. Ça ne se voit pas, sauf quand je nage. Parfois, ça a tendance à se faire la malle par ici. Mais sinon, sur le côté, on voit pas les cicatrices, on voit rien du tout ici. Et Des petits arrangements avec elle-même qu'Aurélie surmonte avec humour. Voir son corps s'abîmer était difficile, mais plus dur encore fut de devoir mettre un frein à sa carrière sportive. Quand elle est tombée malade, elle était arbitre de basket. Elle venait d'accéder à un très bon niveau. En queue de cheval, elle courait, levait les bras, sifflait. Des mouvements qu'elle ne peut plus effectuer aujourd'hui. Elle n'a pas touché un ballon depuis bien longtemps. Les seules fois où elle va sur le terrain, désormais, c'est en tant que spectatrice, comme ce soir. Au stade du Rhénus, Strasbourg joue contre Roanne, un match régional de niveau 1. Aurélie aurait pu arbitrer une rencontre féminine d'un tel niveau. Avec sa copine basketteuse, Aurélie ne regarde pas vraiment les joueurs, les paniers, le score. Elle n'a d'yeux que pour ses collègues, les arbitres. Sa façon à elle de ne pas perdre le contact avec sa passion. Je regarde les actions, je regarde ce qu'ils sifflent, je regarde comment ils se placent, je regarde comment ils gèrent. C'est des courses très rapides, il faut se placer avant les joueurs, être placé avant, pouvoir juger. On ne peut pas courir en même temps, et c'est vrai que c'est des déplacements assez violents et courts. Et après, c'est physique, hein, parce qu'il faut rester concentré en même temps. Les matchs de basket étaient les seules sorties qu'elle s'autorisait quand elle était malade. Elle est même venue un soir avec 40 de fièvre et sa couverture en laine. Avec ses amis, le son des fanfares, le hurlement du public, elle retrouve un peu la pêche. Ça fait 10 mois que je suis spectatrice et j'aimerais bien maintenant de nouveau être actrice sur le terrain. Mais bon, prendre son mal en patience. D'ici un mois ou deux,
Ce soir, Strasbourg a gagné, mais Aurélie ne fêtera pas sa victoire avec ses copains. Trop fatiguée, elle rentre chez elle. Il y a des gens qui disent le cancer m'a appris à relativiser, à prendre les choses importantes, à profiter de la vie, à me rendre compte des priorités. Moi, il m'a fait perdre mon temps, clairement. Mais je rame pour revenir au niveau physique. Mentalement, il ne m'a pas rendue plus forte. Voilà, il m'a juste rendu des balafres, c'est tout. Mais moi, je veux retrouver ma vie d'avant. Donc je fais tout pour et je retrouverai ma vie d'avant. Aujourd'hui, plus de la moitié des patients atteints d'un cancer s'en sortent, mais le combat ne s'arrête pas avec la fin des traitements. Les séquelles corporelles et psychologiques sont longues à guérir. Nous retrouvons Élodie avec sa toute nouvelle perruque. Quand on lui a annoncé qu'elle avait la leucémie il y a 3 semaines, sa vie a basculé. Hospitalisée en urgence, elle a tout laissé en plan, sa boîte de communication qu'elle venait de créer et sa famille. Lucas, son fils de 7 mois, et David, son fiancé, le papa de Lucas. J'ai hâte de le retrouver, il me manque tellement. Mon petit bonhomme. Mais oui, je pense à lui tout le temps. Je pense à... C'est avec son papa, c'est eux qui me portent la force principale pour me battre et pour revenir le plus vite à la maison. Mais c'est mon petit étouné d'amour. Élodie est très affaiblie. Elle n'est pas sortie de cette chambre depuis le début des traitements, pas même pour aller dans le couloir. Son seul lien avec l'extérieur, c'est le téléphone. Allô? Ton cœur? Oui. Ouais, c'est pas quelqu'un qui veut te parler. Oui. Coucou mon cœur. Coucou mon amour. Coucou mon bébé chéri. Oh oui mon bébé, maman elle t'aime très fort. Maman elle est contente de t'entendre. Ouais, toi aussi t'es contente d'entendre maman? À 80 km de sa chambre d'hôpital, à Manosque, son fils, le petit Lucas. C'est quand même un travail un peu. Du tout. Lucas. Désormais, c'est David qui s'occupe de tout. Pour l'aider au quotidien, il y a Reine, sa mère. Oh là là, ça a dérapé. D'habitude, c'est mamie qui donne à manger, hein, parce que papa, il travaille. Allez, hop. Et papa, il n'est pas très doué pour relever la cuillère. Oh, papa, il fait ce qu'il peut. Hein. Ce papa fait ce qu'il peut, entre son travail d'informaticien, un petit garçon qui lui réclame une attention constante et Élodie. Quand on lui a annoncé que sa compagne avait une leucémie, il s'est senti plongé. Je range. Ça y est? Oh là là. Je suis rentré chez moi seul le soir, ça a été la pire soirée de ma vie. J'ai récupéré mes parents devant la maison et puis bah, là j'ai craqué complètement, quoi. Complètement. J'ai passé une nuit horrible et puis quand on s'est réveillé le lendemain matin, les choses étaient différentes. J'avais une espèce de force qui m'a dit bon là maintenant il faut y aller, quoi. Il faut avancer, on n'a pas le choix. Et le fait d'avancer passe par le fait de se structurer à la maison, de reprendre un rythme normal. Allez, Se raccrocher au quotidien, régler les détails pratiques. Ici, la vie continue et David le raconte à Élodie, presque minute par minute. Allô? Ouais. Ouais, c'est bon, je t'entends. On l'a couché tout à l'heure et là il dort. Il dort à point fermé. Avant le coucher, tu as repris sa température ou pas? Non, je pense que je vais la reprendre quand il va se réveiller. On est le 6 novembre et la compta c'est pour le vent, donc on
Ouais, et moi j'ai fait rentrer 1000 litres de fuel pour mercredi matin. C'est combien le tarif? 0,7. Ah, bien. 0,7. Ah, j'enculé. 0,720. Oui, ça a augmenté suite à tout ce qui s'est passé. À distance, Elodie, elle gère la comptabilité et tout. Ah, elle gère tout, ouais, elle gère tout. ouais. Elle gère tout. Elle est au centime près. Oui, oui, on t'écoute, t'inquiète Elle pas. est au centime près. Allez, ça va, on fait comme ça. Allez, mon cœur. Bisous, bisous, tout à l'heure. Bisous, bisous. Bye. Bye, ma puce, bye. « 9h du matin au lycée de la Croix-Blanche près de Lille. Charles a fait ses piqûres d'insuline après son petit déjeuner. A priori, il est tranquille jusqu'à midi. A priori seulement. Car quand on est diabétique, le moindre effort peut avoir des conséquences. Ce matin, les élèves de seconde ont cours de sport. Charles va se dépenser physiquement. Son corps va exiger du sucre, beaucoup de sucre. Vous allez travailler en binôme. L'important, il n'y a qu'une seule consigne, c'est qu'au moins sur les 60 minutes, il faut courir au moins 25 minutes. Allez, stop, c'est parti. 1 heure d'angoisse pour Charles. Aura-t-il suffisamment de sucre pour tenir? Car sinon, il risque l'hypoglycémie, tomber dans le coma. Alors, pour éviter ça, Charles est attentif aux moindres symptômes. Ouais, ça va, mais je vais pas très bien, donc je vais faire une glycémie parce que... Au bout de 20 minutes de course, premier arrêt, l'adolescent stresse. Il veut contrôler s'il a suffisamment de sucre dans le sang. Il fait une glycémie. Je me pose toujours la question, je m'arrête, est-ce que c'est bon? Enfin, toujours. Donc, je sens que c'est nécessaire, et puis là, je contrôle, et puis je vois. Cette fois-ci, fausse alerte. Charles n'est pas en hypoglycémie. Il peut continuer l'exercice. Tu vas doucement, tranquille. Tu finis ou pas? Il reste 3 minutes. Cool à ton rythme. Tu essayes de retrouver ton rythme tout de suite. D'accord? Ok? Allez, et tu sollicites pas trop. Hein. Ouais. Allez, c'est parti pour les 3 dernières minutes. Mais un tour de piste plus tard, Charles est au bord de l'évanouissement. Non? Arrête, c'est un peu faible. Repos, tranquille. On va rentrer de toute façon. En 3 minutes, son état s'est fortement détérioré. Pas du tout bien. Oh. Ouais, je tremble et j'arrive plus à ajuster avec mes yeux. Puis voilà, j'entends bizarre, c'est des symptômes de l'hypoglycémie quoi. Donc c'est saoulant. Cette fois-ci, Charles est vraiment en hypoglycémie. Il doit se reposer et manger très vite. Heureusement, c'est l'heure du déjeuner. Je prends des frites, c'est une faluche au jambon. Une alimentation peu recommandée pour les diabétiques. Mais comme tous les adolescents, Charles n'a pas toujours envie d'être raisonnable. Il sait aussi qu'il pourra compter sur son injection d'insuline pour compenser cet apport ultra sucré. Vous m'entendez là? À l'infirmerie, il se pique donc en conséquence. Comme beaucoup de jeunes diabétiques, Charles gère au coup par coup. Cela inquiète un peu l'infirmière du lycée. Bonjour. Ça a été? Ouais, ça va. Elle ne cautionne pas son alimentation déséquilibrée. Quand on est diabétique, quand on est jeune, il faut préparer l'avenir. Et plus on fait des écarts de glycémie quand on est jeune, plus on menace son avenir, c'est ça. Hein. Le diabète, qui est bien suivi, qui est bien contrôlé, c'est une maladie normale qu'on gère très bien. Si on fait des hauts, des bas, n'importe quoi, qu'on mange n'importe quoi, là, il use son corps. User son corps prématurément, c'est précisément ce que la mère de Charles, Cécile, essaie de lui éviter.
La mère et le fils n'habitent plus ensemble depuis quelques semaines. Leur relation est conflictuelle, en partie à cause du diabète. Aujourd'hui, c'est pas facile pour Charles de suivre ça très sérieusement. Mais moi, je vois beaucoup plus loin, à long terme. Et voilà, je me dis des années de diabète, c'est lourd et voilà, il y a des conséquences qui peuvent être dramatiques. Les conséquences dramatiques, Cécile ne les connaît que trop bien. Elle est pédicure. Une fois par semaine, elle travaille dans ce centre où l'on traite les amputations. La majorité sont provoquées par le diabète. À 67 ans, Janine est atteinte du diabète. Ce n'est pas tout à fait le même que celui de Charles. Janine est tombée malade à 50 ans, en partie à cause d'une mauvaise hygiène de vie. Alors, il y a un petit moment qu'on ne les a pas coupés. Hein oui. Cécile vient s'occuper de ses ongles de pied. Ça va, c'est une misère. Les diabétiques sont très sensibles aux extrémités. Là où le sucre s'accumule, le moindre petit bobo peut vite se transformer en gangrène. Il faut alors amputer. C'est ce qui est arrivé à la jambe gauche de Janine. Ça fait, on ne peut pas dire ce qu'on ressent, mais ça fait un drôle de choc. Quand vous vous révélez qu'on va vous en couper, oh, mon Dieu, je ne souhaite à personne. Oh mon Dieu. J'aurais dû faire plus attention. Enfin, quand on m'a dit si vous faites attention, vous n'aurez pas de problème. Et j'ai quand même continué malgré. C'est pour ça que parfois maman est gendarme à dire fais attention, fais ci, fais ça. Si Charles ne stabilise pas son diabète, c'est évident qu'en étant en hyperglycémie, le sucre va abîmer, mais au fil du temps, c'est sûr que ça ne va pas lui arriver l'année prochaine, bien sûr. Mais une amputation, c'est le résultat d'années, évidemment, d'années, pas de négligence, hein, mais de mauvaise glycémie, etc. Entre 5 et 10% des diabétiques risquent l'amputation à terme. Chaque jour, Cécile est confrontée à cette difficile réalité. Allez, au revoir. Un rappel permanent à la fragile condition de son fils. Au lycée, Charles tente d'oublier cette épée de Damoclès. Il essaie d'être un élève comme les autres, avec comme seul objectif les bonnes notes. Il n'y a que moi qui est dans la merde. Ouais, je sais, il y a que moi qui suis dans la merde. J'ai triché une fois dans ma vie, je me suis fait choper. Alors Il a contrôle d'espagnol. Comme d'habitude, il révise à la dernière minute. Depuis qu'il est malade, ses notes sont en chute libre. Charles a déjà redoublé une fois sa classe de seconde. Et cette année encore, il n'est pas du tout sûr de pouvoir passer en première. Ma moyenne, elle est triste, décevante, donc c'est en partie de ma faute et le diabète, ça aide pas non plus parce que quand on est en hyperglycémie, il y a un peu des troubles de concentration, un peu. Donc on galère à rester concentré, à bien réfléchir et tout. Donc, De retour à la maison, il tente de faire ses devoirs, mais le cœur n'y est pas vraiment. Son sort est en train de se décider en ce moment même au lycée. Ce soir, c'est le conseil de classe du 2e trimestre. Putain, c'est galère. Charles et Christophe, son père, sont un peu tendus. Ils attendent le coup de fil du délégué de classe. Ouais, Nico ? Je t'appelais par rapport au conseil. Je crois qu'ils sont un peu sceptiques, donc je crois que ta moyenne c'est 7,80 je crois. Ouais. Et ils ont surtout dit qu'il faut que tu bosses la 3e classe quoi. Bah, bonne soirée alors. Ouais, toi aussi. C'est à peu près ce que j'imaginais, de toute façon, j'imaginais pas des encouragements, donc voilà. Le passage en première est loin d'être assuré.
Son père lui fait la morale. Il faudra bien que tu prennes conscience d'eux. Tu es grand maintenant, tu as bientôt 17 ans. À 17 ans, tu fais tes choix, tu les poses. Moi, je suis là pour t'aider. Je suis pas là pour ramer à ta place. Est-ce que vous pensez que quand il aura mieux accepté la maladie, est-ce que vous pensez que ça va avoir une influence sur ses notes? Je pense que quand il aura repris confiance en lui, oui. Je suis convaincu. De toute façon, c'est le pari que je prends. Parce que toutes les autres mesures coercitives et autres n'ont pas fonctionné. Donc pour moi, c'est évident que c'est un travail sur lui-même qui l'attend avant tout. Qu'il s'accepte tel qu'il est et puis qu'il se prenne en charge. Qu'il se prenne vraiment en charge et qu'il grandisse enfin et qu'il se prenne sa vie en main. Ouais. Grandisse, Enfin, il grandit, il fait déjà 1,87 m, donc... Charles a quelques mois pour améliorer ses résultats scolaires. Il doit apprendre à mieux vivre les contraintes de sa maladie. En région parisienne, Adrien l'entrepreneur a pris son après-midi. Il ne manquerait pour rien au monde ce rendez-vous avec ses nouveaux amis, ceux qui ont la maladie de Crohn comme lui. Ils se réunissent toutes les semaines. Il n'y a plus qu'avec eux qu'il se sent vraiment à l'aise. Je me suis éloigné de beaucoup de monde en fait. Parce que on peut moins sortir le soir, on peut moins aller voir les gens. Et c'est vrai que quand on est crevé, on rentre chez soi se reposer. C'est vrai que parfois on a envie de sortir, mais on ne peut pas du tout. Donc faut pas s'acharner. Parfois les gens ne comprennent pas. Donc ils croient que parce qu'on ne les appelle pas ou parce qu'on ne les voit pas, on n'est pas là. Donc on ne pense pas à eux. C'est la vie, quoi. Petit à petit, à cause de son régime particulier, de la fatigue extrême, la maladie l'a exclu, désociabilisé. Bonjour. Ça va? Ça va depuis Cochin? Bah ouais, ça va. Je suis crevé. J'arrête pas. Ici, on se retrouve pour parler sans tabou, sans pudeur de cette maladie invisible aux yeux des autres. Salut, ça va Bernard? Ce qui est important pour le médecin, c'est la couleur de tes selles, le nombre de caca à la journée et comment tu as mal. Je fais exprès d'utiliser ce vocabulaire parce qu'il est important. Alors que pour Taïna, qu'est-ce qui était important? C'était qu'elle avait perdu ses cheveux. Moi, j'avais 3 poils sur le caillou. Là, vous voyez mes cheveux, j'ai perdu mais des poignées entières sur l'oreiller, comme en chimio. Quand je disais au médecin, il me disait mais c'est pas bien important. Mais bien sûr que c'est important. Quand ton image corporelle, elle est super altérée, mais c'est une raison pour laquelle tu risques d'arrêter le traitement. On a des habitués qui commencent à 56 ans, Nabil est un cas extrême. Tous les traitements ont échoué sur lui. Il n'a plus d'intestin. Devant ses semblables, il n'a pas honte de montrer ce qui lui sert désormais de poche à excréments. Aujourd'hui, je l'accepte et je vis avec. C'est pas facile de vivre avec ça. C'est pas facile du tout, c'est-à-dire que vraiment je travaille sur moi. Je travaille sur moi pendant 4-5 mois. Mon professeur m'a dit il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a que ça malheureusement. C'est beaucoup de travail, ça c'est vraiment aller 7 à 8 fois par jour qu'il faut nettoyer, qu'il faut préparer, qu'il faut se laver, etc. Alors pour éviter le stress et tout, je marche beaucoup. Et je m'occupe aussi des autres aujourd'hui. J'espère que les autres n'arriveront pas jusque-là. En quelques mois, Adrien est passé du statut de jeune entrepreneur dynamique à celui de malade chronique. Comme beaucoup d'autres ici, il est au bord de la dépression. C'est clair et net qu'il y a des fois, on a juste envie de se tirer une balle. Voilà, c'est tout. On a envie d'arrêter et puis basta. Enfin, moi, des fois, je me suis sur le scooter, je me suis dit, vas-y, tu prends le mur et puis voilà. À l'Institut Paoli Calmette à Marseille, Élodie va recevoir sa chimiothérapie.
Ce liquide jaune, très toxique. Il est tellement dangereux que l'infirmière enfile triple protection. Blouse, gants, lunettes. Sans ce traitement, Élodie mourrait en quelques semaines. Son cancer est très agressif. La chimiothérapie aussi. Ses nombreux effets secondaires sont un calvaire. C'est la petite bête qui monte, qui monte, qui monte. C'est un liquide qui soigne en même temps qu'il détruit, donc c'est le paradoxe. Le grand paradoxe. Dans quelques heures, Élodie va vomir. Elle perd déjà ses cheveux. À terme, elle risque de devenir stérile. La chimio détruit ses dernières défenses immunitaires. Aujourd'hui, le moindre microbe peut lui être fatal. Elle est sous surveillance médicale constante. Comme on est un peu plus fragile, plus fatigué, ben un peu plus déprimé, quoi. On a un peu plus des idées noires, on a un peu plus, on a peur, on doute, et puis ouais, c'est ça qui est, c'est ça qui est pas facile. Au même moment, à Manosque. Coucou. Où est mon gars? On va voir maman. Comme tous les samedis, David et Lucas se préparent pour aller voir Élodie. Mais avant tout, une précaution s'impose. Vérifier que Lucas n'a pas de fièvre, sinon la visite est annulée. 38 au réveil, ça va. On met un petit peu de parfum pour maman. Voilà. Le patron de David lui a accordé un mi-temps pour pouvoir s'occuper de sa famille. Le jeune papa s'est mis comme entre parenthèses. Il fait régulièrement le trajet, 1 heure de route. C'est long, c'est quotidien, c'est contraignant, mais bon, je le fais sans poser des questions parce que faut que j'aille la voir. Et elle a besoin de me voir, elle a besoin de voir son fils, elle a besoin de voir tout le monde, donc on se pose pas la question, on y va. C'est un peu fatigant, mais bon, contrairement à ce qu'elle vit elle, j'ai pas trop à me plaindre, quoi. Je le fais de bon cœur et je suis content de la retrouver. Accompagner un malade, c'est se retrouver au second plan, être impuissant, souffrir en silence. Mais David s'accroche. Ne serait-ce que de se retrouver le soir tous les deux devant la télé, à regarder la télé, alors un truc qui veut rien dire, avec notre petit bout qui dort dans notre lit. Ce qui pouvait nous paraître énervant avant en se disant on fait rien, on est assis sur le canapé. Aujourd'hui, ça me paraît très important de me retrouver assis sur mon canapé avec ma femme. Simplement. On y est. En rendant visite à Élodie, David et Lucas lui font prendre un risque. Ils peuvent être porteurs de microbes sans s'en rendre compte. Et elle, sans défense immunitaire, est très vulnérable. Pour la protéger, les règles d'hygiène sont draconiennes. Un peu fufu. Coucou maman. Coucou, c'est maman avec sa nouvelle coupe de cheveux. Ouais. Regarde. Regarde. Là. Elle est là, maman. Là. Lucas, non, t'es là. Là. Là, Lucas. Mais t'es bête ou quoi? C'est là. Là. Oh. C'est tout. Avec la perruque et le masque, Lucas a du mal à reconnaître sa maman. Élodie n'a pas le droit d'embrasser son fils sans son masque. Cela fait déjà 1 mois que cela dure. Ouais, c'est maman. Oh, qu'est-ce qu'elle fait, maman? Oh, l'amour.
Je pense à lui, je pense à le regarder, à jouer avec lui, à chanter avec lui. J'oublie que je suis dans ma chambre d'hôpital et que je suis malade. Complètement. Bebe. La jeune maman allaitait encore Lucas il y a 2 mois. Le contact physique avec son fils lui manque. Tu as qui ces petits pieds? Tu as qui ces petits pétons? Tu as qui ces petites cuisses? Est-ce que je peux enlever mon masque pour lui faire un bisou ou... Non, pas encore. Pour l'instant, c'est encore trop tôt. Et même sur les jambes? Ou alors, ce que tu peux faire, c'est lui mettre le masque à lui. T'as entendu ce qu'elle a dit, la dame? On va mettre un petit masque à Tétou. Et qu'est-ce qu'elle va faire, maman? Maman, elle va faire des tonnes de bisous. Ouais. Attends, mon cœur. Maman, elle peut te sentir un peu comme ça. Allez, j'arrête de te faire pleurer, mon cœur. J'arrête de te faire pleurer. Oh, maman, mon amour. Quelques secondes de bonheur, mais Lucas et Elodie se fatiguent vite. Papa, il a pas pris un gros bisou? Quand même? Non, papa, elle s'en fout. Normalement, pas. C'est bien avec les masques. C'est ridicule, mais c'est pareil. Elodie ne sait pas si mercredi prochain elle pourra revoir son fils. Il fait ses dents. Il risque d'avoir de la fièvre. Faut être patient. En fait, j'ai appris quelque chose en étant ici, c'est que je comprends maintenant pourquoi les malades, on les appelle des patients. Je n'avais jamais compris avant pourquoi on disait un patient, mais maintenant, je prends que le terme prend tout son sens. Hein. Ça, c'est évident. À Strasbourg, Aurélie s'apprête pour une épreuve décisive. J'ai même pas faim. Pourquoi? Le ventre noué. Le ventre noué. Avant son cancer, Aurélie était arbitre de basket, une passion. La maladie l'a amoindrie. Si elle veut retourner sur le terrain, il faut qu'elle prouve qu'elle peut tenir un match. Ce matin, elle passe un test de niveau face à la fédération. Je te donne mon énergie pour ton test physique. Je pense à toi, Belette. Et mon papa, je croise les doigts pour que le test se passe bien. Il y en a du monde qui se lève tôt le samedi matin. Ça fait plaisir, quoi. Après, maintenant, il ne faut pas les décevoir. Même si c'est pour moi le test, j'ai pas envie de... Voilà. J'ai pas envie... je conçois pas de le louper ce matin. Voilà, c'est simple, je ne louperai pas, c'est pas possible. Allez, salut. Salut. Tout à l'heure. Oui. Et ben on y va. Salut le chat. Sur la route, le stress. Entre le café et le guronzan, la vitamine et... Je pense que je suis au taquet. Malade, elle a toujours maintenu le contact avec ses copains basketteurs. Aurélie ne veut pas perdre la face devant ses pairs. Ils sont une dizaine à passer le test. Tous sont jugés par les cadres de la fédération. Parmi eux, Jocelyn. Il a soutenu Aurélie tout au long de sa maladie, admiratif devant sa volonté. Elle est un peu dingue même, par moment. Tellement elle prend ça avec... C'est la vie quoi. Elle le prend comme ça, c'est la vie. Donc elle fait tout pour qu'il n'y ait rien qui reste transparaître. Et c'est... Non, là-dessus, ouais, elle est assez incroyable. 1, 2, 1... Le test consiste à courir d'un bout à l'autre du terrain. Il faut avoir touché la ligne jaune au bip. L'exercice se complique à mesure que le rythme s'accélère.
Aurélie doit tenir 9 minutes. Pour l'instant, elle ne souffre pas, donc ça, elle est dans le rythme, elle est vraiment dedans. Ça ne se voit pas, mais en fait, l'exercice est extrêmement physique. À chaque demi-tour, Aurélie sollicite tous ses muscles. Mais après 9 mois de traitement, elle n'a plus de force. Normalement, non. Malgré les encouragements, 1 minute avant la fin, Aurélie jette l'éponge. À Bourg-Saint-Maurice, sur le quai de la gare, c'est l'effervescence. T'as raison. Faire de quoi? Bah ouais. Charles est en colonie de ski avec 30 autres adolescents, tous diabétiques comme lui. Ses parents l'ont inscrit en pensant l'aider à mieux appréhender sa maladie. La colonie a une vocation pédagogique, elle est même remboursée par la sécurité sociale. Donc on vous propose là pour commencer un petit moment où on va tous se présenter. Ici, les animateurs sont qualifiés pour encadrer des diabétiques. Ouais, moi c'est Charline. Donc moi je suis animatrice santé. En fait, en gros, ça veut dire que je suis étudiante en médecine et vous me trouverez dans l'infirmerie pour vous aider à gérer le traitement. Et puis bien sûr avec vous sur les skis quoi. Moi c'est Pierrick, c'est ma deuxième colo et je suis du 93. Moi c'est Charles, je viens du 5-9 et... c'est ma première colo. Moi c'est Nicolas, je viens du 91 et c'est ma deuxième colo. On loue le matériel de ski. L'ambiance est détendue, mais quand il s'agit du diabète, les moniteurs ne rigolent plus. Il y a un truc ici qu'on n'apprécie pas aussi, c'est quand on joue avec son diabète. Alors après, vous avez tous votre vécu par rapport au diabète et on aura beaucoup de temps d'en reparler pendant le séjour. Mais c'est un truc avec lequel on joue pas. C'est-à-dire pas d'insuline planquée dans les chambres, pas de bouffe planquée à droite à gauche. Nous, ce qu'on aime, c'est qu'il n'y ait pas de fraude, qu'il n'y ait pas de tricherie par rapport à ça. Ça évite certaines situations d'urgence qu'on n'a pas vu venir parce qu'il y en a qui ont fait les malins dans leur coin et puis qui ont mal géré. Ici, se soigner est une affaire collective. Interdiction de manger en dehors des repas, de faire sa glycémie ou sa piqûre d'insuline seule. Les animateurs santé contrôlent tout. Ils récupèrent même le matériel de soins. Alors, vas-y, les aiguilles. Ouais. On va déjà compter ton Des bandelettes, après j'ai... Je vais prendre ton autopiqueur aussi. Ouais. Avec le lecteur de glycémie, tout est dedans? Ouais, tout est dedans. C'est la première fois de sa vie que Charles n'est plus responsable de ses seringues. On centralise tout pour éviter qu'il y ait des injections sauvages entre guillemets, entre deux, comme ça là on contrôle un petit peu. Les insulines elles sont à l'infirmerie, elles sont sous clé, personne n'y a accès en dehors des temps de soins. La journée continue avec un test de connaissance sur la maladie. Décidément, les vacances ne s'annoncent pas comme une partie de plaisir. C'est crevant, je crevais moi. C'est vachement contrôlé. Je pensais qu'on allait être un peu juste encadré et voilà, mais là c'est... Si c'est aussi strict, c'est parce que faire du ski, comme chaque sport, est un challenge pour un diabétique. Charles en a fait la douloureuse expérience l'année dernière. Parti avec une colonie de vacances classique, il n'avait pas réussi à skier une seule fois. L'année dernière, je faisais beaucoup d'hypoglycémie parce qu'avec le froid et le ski, le sport en fait, ça faisait vachement baisser ma glycémie, donc c'était dur. Et
donc c'est insupportable de faire plein d'hypo tout le temps, d'hyperglycémie après. Alors je suis venu ici comme ça, mon diabète serait plus régulier, puis après je saurais comment faire pour si je veux plus tard aller au ski avec des amis ou quoi. Devenir autonome, c'est l'objectif que Charles s'est fixé. Mais à peine sorti du télésiège, il fait appel à l'animatrice santé. Il craint l'hypoglycémie. Attendez, stop. Je sais pas, j'ai le cœur qui bat vite et je tremble un peu, peut-être c'est psychologique, je sais pas. 2,12. Ah ok. C'est quoi alors, 2,12 Je suis en hyperglycémie. Une hyperglycémie qui va se réguler avec l'effort physique. Ce qui est plus problématique, c'est que Charles n'arrive toujours pas à distinguer les symptômes de l'hypo et de l'hyperglycémie. Mais pour la première fois de sa vie, il n'est pas seul face à ces incertitudes. Et au bout de 3 pistes, il n'a plus peur. Par rapport à l'année dernière, j'ai beaucoup plus de pistes. Parce que c'est encadré, alors c'est beaucoup plus facile, ouais. Plus facile et plus rassurant aussi. Car pour une fois, ce n'est plus à lui de gérer le temps, l'énergie, le sucre. Les animateurs décident des pauses, des repas, des injections à sa place. Si tu t'éclates à la JD, si tu t'éclates à la JD, si tu t'éclates à la JD, t'as d'autres bâtons. Charles n'a plus qu'à profiter du soleil et de la neige. C'est ton prénom, non? Qui veut un gâteau? Moi je vais en prendre un, c'est un BN. C'est un quart d'un BN pour toi. Ah bah, et un pour Nicolas. Tiens. Tiens, il est cassé celui-là aussi. Malgré les précautions des animateurs, une demi-heure après le goûter, à la sortie du téléphérique, un des jeunes est à terre. Il est tombé dans le coma suite à une hypoglycémie sévère. Je pense qu'il s'est cogné la tête par terre et donc là il a convulsé. Et donc on lui a fait une piqûre pour le réveiller. Et j'aimerais pas être à sa place, quoi. Charles n'est jamais tombé dans le coma. Les animateurs santé, eux, sont rompus à ce genre de situation qui peut arriver à n'importe quel diabétique. Au bout de 20 minutes, grâce à une piqûre de sucre concentré, le jeune se relève doucement. Il y a eu plus de peur que de mal. Retour en banlieue parisienne avec Adrien, l'entrepreneur atteint de la maladie de Crohn. Le jeune homme a accepté de nous inviter chez lui. Coucou. Enfin, plutôt chez sa mère. Ça va? C'est là qu'il vit depuis quelques mois, depuis que la maladie s'est aggravée. Papier, travail, truc Bon. habituel, quoi. Tu as des projets cet après-midi? Ouais. Adrien n'a pas eu le choix, il n'a plus d'argent pour payer son loyer. En tant qu'entrepreneur libéral, il aurait dû prendre une mutuelle qui le couvre en cas d'arrêt maladie. Adrien n'y a pas pensé. Résultat, quand il ne travaille pas, il ne touche rien et les factures s'entassent. C'est un peu le harcèlement de courrier, quoi. C'est-à-dire que tous les 2 jours, tous les 2-3 jours, on dirait, disons que j'ai un courrier de la banque. Mise en demeure, après il y a voilà, dernier avis avant poursuite. Aujourd'hui, Adrien a du mal à s'engager sur de longs chantiers de décoration, trop fatigants. Il n'a plus beaucoup de clients. Pour survivre, il est obligé de faire des petits boulots en intérim. Il est 6 h du matin à la gare du Petit Jouy dans les Yvelines. Ça va et vous? Oui, ça va. Bien, et toi? Bah ouais. Voilà, c'est ça. C'est parti. Ouais, bah ouais. Adrien va distribuer les journaux gratuits pendant 2 heures. Bonne journée. Bonjour. C'est très intéressant, il ne me fait pas froid du tout. Bonjour. Cela va lui rapporter 20 € et beaucoup de fatigue.
c'est la galère. Parce que je me suis levé un peu trop tôt, je suis pas top bien en fait. Mais bon, on est là quoi. Non, j'ai mal au ventre en fait. Mais... Donc on verra comment ça se passe. Mais bon, pour l'instant, généralement on tient jusqu'à ce que ça lâche quand même. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Adrien au fond de son lit. Bah, mon bide, quoi. Il a passé la matinée aux urgences et doit annuler ses rendez-vous. Impossible de travailler ni en intérim, ni sur le chantier de son ami à Paris. Aujourd'hui, là, c'est un peu mort, quoi. Là, c'est vrai que c'est pas la grande forme en ce moment, quoi. C'est un peu tendu, quoi. Ah, putain, j'ai vraiment mal, quoi. Ouais, merci. Ouais. Je sais que c'est pas de ma faute, que voilà, mais là n'est pas la question, quoi. Enfin, les clients, c'est les clients, et que, enfin, c'est entre guillemets, il faut toujours être au top, quoi. Donc c'est toujours un peu délicat de leur dire ah bah non, je suis aux urgences, ah bah non, j'ai ci, ah bah non, j'ai ça, je peux pas. Donc voilà, c'est un peu difficile à gérer, quoi. En fait, Adrien ne le sait pas, mais il a en plus une hépatite. J'ai encore super mal, hein, en fait. Provoquée par son nouveau traitement. Enfin bon. Il tente de joindre sa gastro-entérologue, mais il n'ose pas trop insister. Oui, bonjour. C'est monsieur Oui, c'est monsieur Johannes. Oui. Comment allez-vous? Je suis en réunion. Est-ce que vous pourriez me rappeler dans 2 heures, si ça vous dérange pas? Ouais, pas de souci. À 4 heures? Désolée. Hein. Non, pas de problème. Merci, au revoir. À tout à l'heure. La mère d'Adrien est exaspérée. Elle n'en peut plus de voir son fils prendre sa maladie à la légère. Tu vas pas rester comme ça pendant des heures. Non, ouais, donc, je sais. Tu lui dis, ça va mal, je suis allée aux urgences et tout. Tu es rapide. Moi, je sais plus par quel bout te prendre et je me dis, même si je sais que c'est une maladie qui va durer toute ta vie, là, ça fait 15 jours que c'est lourd. Eh oui. Donc, la vie est rude. Il faut pas prendre les choses à la rigolade, il faut faire les choses. Mais si, il faut rigoler. Mais non, Adrien, tu peux plus travailler, tu peux plus rien faire. Franchement, j'aimerais que tu aies une vie autre que ce que tu vis en ce moment, hein. Vraiment. Parce que tu as 30 ans et que c'est normal. Ce qui est dommage, c'est qu'avec cette maladie, tous les espoirs qu'il avait mis dans sa vie sont en train de s'écrouler petit à petit. Il avait rencontré cette femme et qui voulait faire sa vie avec elle et que, à cause de la maladie, c'était terminé. La société, il voulait monter une société et puis il voit qu'au bout d'1 an, il ne peut pas assumer. À 30 ans, c'est quand même très, très lourd à porter, hein. On a du mal à communiquer. J'ai l'impression que quand je lui parle de la maladie, je l'attaque. Je rentre dans son intimité. C'est vrai que Adrien, par rapport aux autres, il est tout le temps en train de rigoler comme ça, et c'est faux. Et je suis sûre qu'il est très malheureux dans sa tête. Avoir 30 ans et se retrouver dépendant de sa mère un peu dépassée, une épreuve de plus pour Adrien. À Marseille, c'est un jour exceptionnel pour Élodie. Là, je vais faire un enfant. C'est ça l'idée, quoi. Oh, ça se voit pas comme ça, mais... Voilà, ça va vite. Vous réchauffez. Comme la chimiothérapie risque de la rendre stérile et qu'elle est encore jeune, ses médecins lui ont proposé de réaliser une fécondation in vitro. C'est un peu le paradoxe entre se battre contre la mort et d'essayer de donner la vie. Ouais. Bah, si je me bats aujourd'hui, c'est pour vivre. Et donc, quand on vit naturellement, on a envie d'avoir des enfants. Alors que ce matin, Élodie voit la vie au bout du tunnel, David, son fiancé, est à bout.
Cela fait 4 mois qu'il soutient sa compagne. Paradoxalement, l'opération de ce matin et l'effort de trop, il craque. Pour moi, c'est un acte comme un autre. Parmi tous les actes qu'on a pu avoir depuis le début, ben, c'en est un autre, quoi. Aujourd'hui, je suis fatigué. J'espère, hein, j'ai toujours l'espoir, ça c'est intact. Parfois j'ai eu de la haine, mais vraiment de la haine. Il n'y a plus que ça parce que c'est cette haine, ces nerfs, cette envie de combattre quelque chose, puisqu'on ne peut pas combattre la maladie, on ne peut pas s'énerver sur la maladie, étant donné que ça me tombe comme ça. C'est la seule chose qui me fait tenir debout, quoi. Voilà, il n'y a plus que ça. Malgré sa lassitude et l'état de santé précaire d'Élodie, la fécondation in vitro est une réussite. Les spermatozoïdes de David, mis en contact artificiellement avec les ovules prélevés ce matin sur Élodie, donnent 8 embryons. Ils sont congelés dans ces bonbonnes d'azote. Quand Élodie sera guérie, le couple pourra les réclamer. Quelques jours plus tard, la jeune maman est en permission chez elle. Elle a même le droit de ne pas porter de masque. Mais la joie du retour est assombrie par les effets secondaires de la chimiothérapie. Reine, la mère de David, est restée pour l'aider à s'occuper de son fils Lucas, qui grandit sans elle. Mamie, elle dit un peu. Oui, tu fais ton poids. Oh là là, c'est pas grave. Il fait son poids. Il est un peu lourd pour toi. Ah oui, ouais. J'ai du mal, hein. D'un coup à le prendre, c'est dur. C'est dur. J'ai plus de force dans mes bras. Et mon petit garçon, il est trop lourd maintenant. Mon bébé. Ah, mon petit cœur. Les premiers jours où elle est sortie de l'hôpital, les premiers jours où il lui était impossible de se traîner, impossible d'avaler quoi que ce soit, des douleurs de partout, une souffrance, voilà, on la voyait, une souffrance physique, une souffrance morale, une souffrance d'une personne qui est démolie complètement, et ça c'est très dur. Ça, je l'ai vu à l'hôpital, je l'ai vu souffrir à l'hôpital, mais ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est chez elle, qui se voit diminuer, qui souffre, et avec qui nous, on ne peut rien faire. Hein. Les médicaments, ils sont là, mais nous, je ne peux que lui apporter mon amour, mon soutien, la secouer, façon de parler. Élodie reprend des forces auprès de Lucas. Ça va mal au dos, moi. Mais après sa longue absence, elle doit aussi se réadapter au rythme de son fils et retrouver sa place de mère, son autorité. Non. Non. Ça, on fait pas, Lucas. Ouais, tu le sais, hein. Non, c'est pas bien, Lucas. Maman, elle est pas contente. Alors? Non. Oh, tu le fais pas, ça. Ouais, tu le fais pas. Lucas. Tu sais quand je lève le doigt? Lucas. Allez, on finit. Attention, hein. Hé! Terminé, ça, hein. Eh oui. Ouais, c'est horrible. Non, hello, hello. Toi aussi, je vais te gronder ça. Allez. Non, tu manges. C'est horrible. Allez, Lucas. Hello, arrête. Oh, c'est horrible. Allez, tu manges. Allez. Non, t'arrêtes de pleurer. Je t'ai pas tapé, je t'ai rien fait. Lucas. Oh, petit cœur. La pipoune de la nuit. Manu, mon bébé. Manu, mon pipoune. À demain. Je me bats pour lui, pour qu'il soit après plus tard fier de sa maman. Et je pourrais pas m'imaginer de le laisser tout seul avec son papa. C'est un bébé, il a besoin de sa maman, il a besoin de son papa. Et j'ai pas le droit de partir. Hein. Mais on va partir. Et non. Arrête de faire le filtre. Le lendemain, Élodie doit pourtant repartir à l'hôpital
pour une semaine de chimiothérapie. Ça faisait 10 jours que j'étais rentrée et j'avais repris mes marques, tout ça, j'étais bien et j'ai pas envie d'y aller. Je me retrouvais toute seule dans ma chambre, moi face à ma maladie. Oh mon cœur. Allez, ma chérie. Dans 4 jours. Je te fais appeler Tétou ce soir. Ouais. Hein? Ouais. D'accord? Ça va. Et oh. Hein? Oui, ça va aller. Oh oui. Allez, mets ton masque. Et puis. À chaque fois qu'Élodie quitte le cocon familial, il y a beaucoup d'appréhension. Pourra-t-elle tenir sa promesse faite à Lucas? C'est dur. Il faut pas que je le montre. Chaque fois, c'est pareil. Et je croise les doigts en disant que elle reviendra, elle sera encore mieux, et plus ça ira, et plus ce sera mieux. Voilà. Vous avez peur qu'elle revienne pas? Ça, c'est des idées qui nous hantent depuis... Il n'y a pas que moi, et même David, c'est pareil. On dit toujours avec des si, bon, mais voilà, on vit avec des si, et puis là, il faut y croire. Hein. C'est pour ça que je ne veux pas qu'elle me voie. Et puis, cette petite, c'est... Voilà, je donnerai ma vie pour elle. C'est dur. Heureusement, je vais faire des courses parce que je vais passer une mauvaise après-midi. C'est comme ça. Ça passera après. Voilà. Hop, c'est fini. Allez. Au revoir. Strasbourg. Ce matin, Aurélie passe un scanner de contrôle pour s'assurer que 3 mois après l'arrêt des traitements, la maladie n'a pas repris. Comme vous pensez là. Que ça se termine au résultat et voilà. J'attends. Vous vous sentez comment? Stressée. Bien stressée comme il faut. J'espère que ça va bien se passer. Le drame du cancer, c'est qu'on a toujours la hantise de la récidive. En attendant les résultats, angoissée, Aurélie imagine le pire, l'annonce d'une rechute. Un nouveau combat serait au-dessus de ses forces, pense-t-elle. Qu'est-ce que ça signifierait pour toi? La fin. Tout simplement. La fin. De la vie. Ça voudrait dire qu'il me reste plus longtemps. Quelques semaines, quelques mois. Est-ce que tu as peur aussi derrière de devoir refaire des chimios, de devoir refaire tout ce que tu as déjà vécu, de recommencer? J'en referai pas. Si ça arrive, j'en referai pas. J'ai pas envie de refaire mes traitements. Enfin, je pense que je dis ça comme ça maintenant, mais je pense que je sais pas si je prendrai les traitements. Parce que c'est juste pour allonger un petit peu le temps et si c'est pour vivre en vivant comme pendant les chimios, je vois pas l'intérêt. Aurélie doit attendre 20 minutes interminables. À côté, le médecin traque la moindre anomalie. Là, on voit ses poumons de chaque côté, ses reins, son foie qui est là à droite. Quand il y a des métastases dans le foie, ça fait des taches, on voit que son foie là est parfaitement homogène, et puis au niveau du poumon, c'est la même chose. A priori, cette fois-ci, tout est normal. Les bronches, avec son parenchyme pulmonaire qui est homogène. Là, on peut dire que sa maladie est finie? Non, elle n'est pas finie, elle est sous contrôle, c'est pas pareil. Elle aura toujours encore des contrôles de scanner, d'IRM, etc. dans les années qui suivent, mais il y a toujours une épée de Damoclès sur sa tête qui... Il peut y avoir des cellules cancéreuses disséminées dans son organisme qui actuellement sont à l'état silencieux, qui peuvent se réveiller dans 3 mois, dans 30 ans, on ne sait pas.
Bonjour Aurélie. On peut annoncer à Aurélie que les résultats sont tout à fait normaux. C'est une belle récompense pour les efforts qu'elle a réalisés dans le passé. Ouais. Voilà. Bon, merci beaucoup. Hein. Bonne continuation Aurélie. Ouais. À bientôt pour le nouveau contrôle. Ouais. Et en espérant qu'il soit aussi satisfaisant. Bah, j'espère aussi. Merci. Il n'y a hein. pas de raison. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. T'es soulagée? Ah, là, ça va mieux. Pendant 2 ans, tous les 3 mois, Aurélie reviendra passer un scanner avec toujours cette même angoisse de la rechute. Motivé ou pas motivé là? Motivé là! À Pralognan, la colonie de ski bat son plein. Motivé allongé, ouais. Sur les pistes, l'ambiance est à la fête. Charles se libère du poids de sa maladie. Il n'a plus peur du coma. J'ai cru qu'on allait descendre la piste comme ça. Ce midi, il a même un peu trop forcé sans s'en rendre compte. Il est très faible, au bord du malaise. Vas-y, dis-moi. On est tous en hypo. Non, moi on y perd, je pense. Sérieux? Je vais me resucrer. Et puis tu t'assois pour les manger. Je suis en hypo, je suis stone et j'ai trop faim aussi. À côté de lui, Nico, très dynamique sur les pistes, est en colère. Les animateurs le surveillent car il est en révolte contre sa maladie. Il n'a pas du tout envie de se piquer. Bon, Dieu, putain. Il faut changer l'aiguille. Fais chier, ça mère la pute. Pas 3 minutes dans l'infirmerie, vous sortez. Vous sortez là, vous attendez dehors. Ça me saoule. Avant de tomber malade, Nico avait été sélectionné pour faire du ski de compétition. Le diabète est venu chambouler tous ses plans. Non, ils vont manger une mettre pour tout à l'heure. Ça me saoule. L'adolescent cède parfois au découragement. Trop de contraintes au quotidien pour une maladie à vie. Ah, je le dis clairement, je m'en fous. Ça va rien changer. Thiago. Pour retarder le truc, on s'en fout que ça arrive maintenant ou demain. C'est comme ça. Ça arrive quoi? Bah que j'ai des problèmes. Si ça arrive pas aujourd'hui, ça arrivera demain. Ah voilà. Madame, vous pouvez piquer s'il vous plaît ou pas? Je te pique là? Grâce aux animateurs, au dialogue, Nico va vite retrouver sa joie de vivre. Quant à Charles, au bout de ses 10 jours, il rentrera à Lille serein, prêt à affronter le dernier trimestre. Aujourd'hui, il est passé en première. À Paris, Adrien a repris le chantier de son ami. Mais à cause de son hépatite, il est en retard. Les délais sont maintenant extrêmement serrés. Il faut que tout soit fini dans quelques heures. Alors la jeune fille a appelé sa mère et sa sœur à la rescousse. Hello. Mes heureux travailleurs. Voilà, je mets à ta disposition mes bras. Ouais, ça va? Vous allez pour l'aventure? Ça va. Moi, je pense que d'ici 2 heures, on aura terminé. Avec le retard d'Adrien, Julie a perdu 1 mois de loyer. C'est un désaveu pour l'entrepreneur. Alors, pour rattraper le temps perdu, Adrien s'active dans tous les sens, toute la journée. Mais au bout de 8 heures de travail physique, il est obligé de se rendre à l'évidence. Et voilà.
pensez que vous allez la sauver, votre entreprise Là, non, je pense pas. Non, là, je pense que je vais la fermer. De toute façon, ça sert à rien de s'acharner. En fait, à chaque fois, moi, je suis quelqu'un d'assez positif. Donc, à chaque fois, je pense que je vais la sauver, que ça va bien se passer, qu'on va pouvoir surmonter tout ça, que si, que ça. Et en fait, je m'aperçois que tant que je serai pas rétabli physiquement, ça sert à rien de s'acharner. À 20h, une seule couche de peinture a été posée. Adrien, lui, est brisé. Après cet ultime effort, il a été hospitalisé. Tant qu'il n'aura pas trouvé un traitement adapté à ses souffrances, sa vie active est compromise. À Marseille, dans quelques heures, Élodie va recevoir ce qu'elle attend depuis des mois, une greffe de moelle osseuse et avec elle l'espoir de guérir de la leucémie. Au même instant, un peu plus bas, le donneur est un peu stressé. Thibaut n'est autre que son frère et il déteste les piqûres. Alors, je vais d'abord vous piquer pour que vous soyez à l'aise parce qu'après vous n'allez pas être bien sinon. Ça c'est sûr. Allez, voilà. Allez, on respire. Vous pensez à quoi là, Thibaut, pour vous aider? Rien, à l'escalier là. Allez, j'y vais, on respire. Pour tenter de sauver sa sœur, Thibaut va devoir supporter d'avoir une aiguille dans chaque bras pendant 5 heures. Voilà, ça y est, c'est fini. Le temps de prélever son sang, de le faire passer dans cette machine qui va en extraire la moelle osseuse, ce liquide blanchâtre. L'opération est simple, mais rare, car quand il n'y a pas de donneur familial, les chances de compatibilité entre deux personnes sont infimes. Comment vous sentez, Thibaut, en voyant ça? Il travaillait pour sa sœur. À peine le prélèvement terminé, Bonjour. Thibaut vient embrasser sa petite sœur. Y'a quelqu'un? Alors? Elle s'inquiétait un peu. Comment on va? Voir tes petits bras. Pourquoi? Ça va? T'as pas souffert? Non. Non, sérieusement. Non, j'ai pas eu mal. Rien du tout. Non, non. Il m'a toujours dit que je l'ai pompé jusqu'à la moelle. Quand j'étais petite, à le gonfler tout le temps, à être derrière la petite sœur, machin. Mais je pense que cette expression, elle prend toute sa valeur aujourd'hui. Hein. Et là, oui, je lui ai pompé jusqu'à la moelle. Allez, bisous, mon doudou. Au revoir, mon petit tout. Fais ton boulot. Grâce à cette greffe, Élodie va essayer de continuer à se battre contre la leucémie. Du haut de ses 27 ans, pour elle, pour sa famille, et surtout pour que son fils Lucas ait une maman en bonne santé. À Strasbourg, pas un jour sans qu'Aurélie ne s'entraîne pour repasser le test d'effort pour être arbitre de basket. Avec le temps et beaucoup de volonté, elle retrouve petit à petit l'énergie qu'elle avait perdue. Et un matin de décembre, 2 mois après son premier échec, elle repasse l'épreuve. Nora, une amie, est venue exprès de Paris pour la soutenir. J'ai mal partout aujourd'hui. Ça doit être psychologique. Non, j'ai mal aux jambes, j'ai mal... Allez,
Enfin, remarque, Ça va c'est se tellement faire, endormi, mais non, mes je le jambes, sens elles bien, vont, je le sens elles bien. vont courir toutes seules, mes gambettes. Il n'y a pas de raison. Non, mais j'espère. C'est toi la plus forte. Ouais. C'est bien tes lacets? C'est là en partant de là-bas. On va mettre une chaîne. Ouais, attends, je vais te mettre un truc, je vais te mettre... Cette fois-ci, elles ne sont que 2 à repasser le test devant les juges de la Fédération de basket. Les règles sont exactement les mêmes. Il faut tenir 9 minutes et suivre le rythme imposé par les bips. Après 2 mois d'entraînement intensif, le corps d'Aurélie résiste beaucoup mieux à l'effort. L'épreuve est un succès. Elle l'a? Elle l'a? Oui. C'est bon? Attention. C'est pas grave. Ça se voit peut-être pas. Si, si, ça se voit. C'est reparti pour le line. C'est une compète. Hein. C'est une compète. Il faut gagner contre la tumeur. Une fois qu'elle est plus là, il y a un autre adversaire. C'est soi-même et son corps, ses muscles, son mental. C'est une page qui se tourne la maladie. On en tourne. Quand on finit les rayons, on tourne une page. Quand on reprend l'arbitrage en région, on tourne une page. Et quand on reprend l'arbitrage à haut niveau, bah, là, c'est une grande page, quoi. C'est limite, c'est pas l'épilogue, mais parce que maintenant, faut assurer et se maintenir et faire des bons matchs. Après 1 an de maladie et de souffrance, Aurélie va pouvoir petit à petit reprendre sa vie d'avant et ses compétitions sportives comme elle le voulait. Le soir même, elle fête sa victoire, son anniversaire et ses 1 an de cancer avec tous ses copains. La première chose à faire, c'est de choisir la bonne coupe de cheveux. Pendant sa maladie, elle a multiplié les perruques afin de rester un peu féminine. Tu veux quoi, les chaussures? Non, les chaussures ou... Non, le truc. Le truc. Bon, c'est parti. Pas question de paraître fatiguée à cette soirée. Alors, l'anti-cerne, obligatoire. Pour son anniversaire, elle a décidé de se faire plaisir, retrouver sa tête d'avant. Finalement, son choix se porte sur une perruque aux cheveux longs. Ouais. Tout de suite, je me sens mieux, je sais pas pourquoi. Et voilà. Franchement, je me fais plaisir pour une fois et je trouve que ça ressemble à quelque chose. On ne pourrait pas forcément savoir que 3 mois avant, j'étais sans cheveux et que j'ai des problèmes au niveau de la poitrine, quoi. Je pense que ça se voit pas. Voilà. Ce soir, sur la piste de danse, Aurélie a gagné son pari. Elle a refermé la parenthèse de la maladie. Entourée de tous ceux qui l'ont soutenue, c'est une jeune femme pleine de vie, pleine d'avenir.